Bonjour, bonsoir, cher Ziad. Euh, c'est un plaisir de parler avec quelqu'un qui vit au centre de ces événements dramatiques que nous connaissons tous et qui appellent notre conscience universelle. Je voudrais d'abord vous demander, euh, vous vivez maintenant à Gaza. Qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Qu'est-ce que c'est la vie quotidienne, de quelqu'un qui habite à Gaza à ce moment-là? Bonjour Démétré, bonjour à tous les gens, toutes les personnes qui vous voient, qui vous écoutent. Merci pour l'invitation. Et donc, pour répondre directement à votre question, vivre à Gaza aujourd'hui, il n'y a pas une vie, c'est une survie. On survit aujourd'hui. Il n'y a pas une vie à Gaza. Survivre à Gaza, c'est-à-dire supporter l'insupportable. C'est souffrir au quotidien. C'est essayer de trouver un peu d'espoir pour les jeunes et les enfants. La vie quotidienne est très difficile. Elle est marquée par 5 éléments. D'abord, la poursuite des bombardements intensifs jour et nuit qui font des morts et des blessés en majorité des civils, enfants et femmes. La destruction massive de toute une infrastructure civile, les puits d'eau, les universités, les écoles, les habitations, les réseaux d'Internet, le réseau d'électricité. Troisième élément, le déplacement forcé. Presque 75% des Palestiniens de Gaza, ils ont été obligés à évacuer leur quartier dévasté et leurs maisons détruites et qui vivent dans des conditions inhumaines, dans des tentes déchirées, abîmées. Quatrième élément, c'est la famine, la pénurie de la nourriture, la pénurie de médicaments, la pénurie de l'eau potable. Cinquième élément, c'est l'absence de perspective, la peur, l'angoisse, l'inquiétude, l'incertitude et l'attente. L'attente d'une solution politique. En général, c'est difficile de décrire et de raconter les événements douloureux de tout un peuple palestinien isolé, abandonné et enfermé. Mais on essaye de tenir bon. C'est difficile dans les conditions inhumaines de Gaza, mais on essaye. Donc voilà, en général, être palestinien de Gaza aujourd'hui, c'est attendre la mort à tout moment. La mort peut arriver à n'importe quel moment. Personne n'est à l'abri. Donc, les bombes tombent sur les civils jour et nuit. On peut dire que, voilà, après une vie quotidienne très difficile, le matin, on se lève tôt le matin pour aller chercher de la nourriture, chercher de l'eau potable, chercher de feu pour le bois, pour cuisiner, chercher un lieu pour charger, où il y a les panneaux solaires pour charger les lampes et les portables parce qu'il n'y a pas d'électricité. Donc, tout est détruit à Gaza. Il reste quelques Palestiniens qui essayent de tenir bon malgré tout. Voilà notre quotidien à Gaza, la dévastée aujourd'hui. Vous habitez à quel quartier, à quelle ville exactement? Moi, je suis à Gazaville, dans l'ouest de la ville de Gaza. Ah, Depuis ah. la destruction de ma maison, le 2 décembre 2023, je suis en déplacement forcé d'un quartier dévasté à un autre détruit. Donc, voilà notre quotidien. C'est un quotidien très difficile. Mais j'ai jamais quitté la ville de Gaza. J'ai quitté les quartiers où, quand les chars arrivent, mais j'ai jamais quitté la ville de Gaza. Je suis toujours à Gazaville. Mais euh, je pense que vous aurez, si vous vouliez, vous pourriez euh, sortir de Gaza. Qu'est-ce qu'il vous fait rester là Sortir de Gaza pour aller où? pour aller en Europe, par exemple? Vous avez d'excellentes relations avec le monde français, alors je suppose que ce serait Oui, plus mais ou moins facile. depuis le début de l'agression, j'ai décidé de rester, de ne pas partir. C'est difficile. Je suis un modèle pour les enfants, les jeunes, donc c'est difficile.
de quitter la ville de Gaza là, parce que je ne voulais pas participer à une nouvelle Nakba. Donc, c'est difficile pour moi de quitter donc, la bande de Gaza actuellement. Voilà, c'est difficile pour moi. Donc, ça malgré fait partie la, de mon principe. malgré la menace de mort, etc. À tout moment, comme On vous n'a avez pas dit. d'autre choix. On a écouté, chacun résiste à sa façon. Il y a les sociétés civiles qui est très organisée à Gaza. Moi, je fais partie de cette société civile. La société civile, c'est l'avenir de la Palestine. Donc, en dehors des partis politiques, la société civile, c'est elle qui est en train de jouer un rôle très important dans la société aujourd'hui. C'est pour cela la société civile se compose des femmes, des jeunes, des intellectuels qui font un travail remarquable en l'absence de partis politiques. Et dans cette situation, il y a une solidarité, une forte solidarité sociale, pardon, et familiale. C'est pour cela nous sommes un modèle pour la population. On ne peut pas quitter Gaza et laisser Gaza pour la mort, la destruction. C'est vrai, comme je viens de dire, personne n'est à l'abri. Nous sommes menacés. Il y a le risque de mourir à n'importe quel moment, mais c'est notre devoir de rester. Rester ici, et attaché à notre terre, même rester à côté des ruines de nos maisons détruites, rester dans les décombres de nos quartiers dévastés, mais c'est un principe. Moi, je suis quelqu'un qui résiste par la non-violence comme forme de résistance. C'est ma façon de résister. Rester attaché à la terre fait partie de mes principes. Témoigner de l'horreur absolue fait partie de mes principes. C'est pour cela que je ne peux pas quitter Gaza, même malgré l'horreur absolue, malgré la souffrance, malgré le risque, malgré les menaces, malgré la famine. Mais c'est notre façon de dire non à l'occupation, de dire non à l'agression, de dire non à l'horreur absolue. C'est notre façon de, c'est la résilience. C'est pour cela. Et heureusement qu'il y a des dizaines, des milliers ou des centaines de milliers de Palestiniens comme moi qui ont choisi cette voie. Et donc, parce que l'objectif de l'occupation, c'est faire partir tous les Palestiniens de Gaza et réoccuper Gaza de nouveau, mettre une colonie à la place de Gaza, mais on doit, malgré la souffrance, rester toujours ici à Gaza. Et il semble que M. Netanyahou semble décider d'aller jusqu'au bout. Soit vous exterminer, soit vous obliger à être à s'exiler. Et, et quelle sera la fin de toute cette histoire, vous pensez? Comment vous appréciez la Écoutez, situation? depuis le 7, depuis le 7 octobre 2023, nous sommes en train de souffrir. Donc, c'est pas nouveau les menaces de l'occupation. Donc, ça, c'est pas nouveau pour nous. On continue à souffrir, on continue à supporter l'insupportable, mais on est toujours là. C'est pour cela, ce plan, ce nouveau plan de la conquête de Gaza, de l'occupation de nouveau de Gaza, de faire partir les Palestiniens, c'est pas nouveau. Il a commencé avant, mais la volonté, la résilience de la population civile, il a fait échouer tous les plans coloniaux de l'occupation. Et je pense, voilà, c'est l'objectif de l'occupation, c'est briser la volonté et la détermination de cette population civile très attachée. Avant, même avant cette agression, il y a eu plusieurs agressions. Il y a eu 4 grandes agressions, celle de 2009, 2012, 2014, 2021. Cette agression, cette offensive, c'est les plus longues au niveau de durée, au niveau des victimes, au niveau de la destruction. En plus de ça, il y a eu le blocus inhumain imposé depuis 2006, depuis 19 ans avant l'agression. Et malgré ça, la population, elle a décidé de rester, de ne pas partir. C'est pour cela les attaques sanglantes et les massacres, les crimes, leur objectif de se faire partir les Palestiniens. Or, les Palestiniens, après presque 19 mois de cette offensive, de ce carnage, ils sont toujours là. C'est pour cela l'occupation, elle veut venger de cette occupation, elle est en train de l'écraser, elle est en train de l'exterminer. Mais les Palestiniens, ils sont toujours là
C'est pour cela, moi, je fais partie de ces Palestiniens qu'on a décidé de rester. On ne sait pas encore qu'est-ce qui va se passer dans les jours qui viennent, mais pour le moment, on est toujours là pour dire non à tous les plans qui visent à vider la bande de Gaza de ses habitants. Vous avez perdu des membres de votre famille pendant ces... Oui, j'ai perdu mon frère et sa femme et ses 5 enfants lors des bombardements de ma maison le 2 décembre 2023. Et j'ai perdu 32 personnes de ma grande famille, donc les cousins, les oncles, les tantes. Donc, c'est le cas de toutes les familles palestiniennes. Donc, voilà, il n'y a pas de liberté sans prix, sans sacrifice. Donc, je fais partie de ces Palestiniens. Dans chaque foyer, dans chaque maison, dans chaque famille, il y a des morts, des blessés, des prisonniers et des malades. Voilà, c'est le cas de tous les Palestiniens de Gaza aujourd'hui. Et vous m'avez dit que il y a le problème de la nourriture. Maintenant, qu'est-ce que c'est exactement la situation? C'est-à-dire, comment les gens peuvent manger de façon élémentaire? Écoutez, il y a une forte adaptation. Depuis le 7 octobre 2023, il y a eu la fermeture totale des passages. Entre octobre et 2023 jusqu'à janvier 2025, 15 mois de l'agression, les passages étaient fermés, mais il y avait une pression internationale. Ça veut dire qu'il y avait quelques camions qui passaient. On était obligé à manger des herbes, surtout dans le nord, dans la ville de Gaza, parce qu'on était encerclés. Il n'y avait aucune organisation internationale, il n'y avait aucune association. Et donc, les gens, on était sous la famine totale, on mangeait des herbes pour survivre. Actuellement, depuis presque 80 jours, depuis le 2 mars 2025, il y a la fermeture totale, il n'y a rien qui passe, ni eau, ni médicaments, ni nourriture, ni rien du tout. Donc, par conséquent, donc, il y a une vraie famine. Il y a 67 Palestiniens qui ont perdu la vie à cause de la malnutrition, c'est un numéro un. Et encore, parmi ces morts, il y a presque 34 enfants qui ont moins de 9 ans qu'ils ont souffert de malnutrition et la famine. Donc, ça montre un peu qu'il y a la souffrance. Aujourd'hui, on s'adapte. On mange un repas maigre et modeste au lieu de manger 3 repas. Le repas se compose des pâtes, de riz et de quelques boîtes de conserve, mais qui sont très chères. Imaginez un kilo de riz. Aujourd'hui, ça coûte 75 euros. Un kilo de sucre, 80 euros. Un kilo de farine, c'est 100 euros. C'est inimaginable. C'est des prix insupportables, mais on est obligé à s'adapter avec un contexte très difficile dans une situation où il y a le blocus, il y a la fermeture de frontières, mais surtout, il n'y a pas une pression internationale. C'est ça le problème. Les Palestiniens de Gaza, même s'ils ont apprécié les mouvements de solidarité populaire, associative partout dans le monde, je pense en Grèce, il y avait beaucoup de manifestations. J'ai des amis qui m'envoient des photos de vidéos. Ça montre un peu que la cause palestinienne, c'est une cause Il y avait internationale dimanche universelle. dernier, il y avait 60 000 ou 1 million, je ne sais pas, des gens qui ont manifesté à Londres, par exemple. Il y avait une Oui, oui, ils énorme... sont plus de 100 000 personnes à Londres et à La Haye, donc 120 000 personnes. Mais le problème, nous, on a besoin d'une pression internationale, de la communauté internationale officielle, c'est-à-dire les Nations Unies, le Conseil de sécurité, l'Europe, les États-Unis, la Ligue arabe, qui malheureusement, ils font rien pour dénoncer, ni moins, ou condamner les atrocités infligées aux Palestiniens. Nous sommes en train de mourir de faim et personne s'intéresse à notre sort. C'est pour ça que les Palestiniens, ils se sont abandonnés. Oui, vous savez, l'opinion publique aux pays d'Europe, aux États-Unis, est mobilisée plus ou moins pour soutenir la cause palestinienne, au moins s'opposer à ces atrocités. Mais j'ai l'impression que nous vivons aussi dans une sorte de dictature plus ou moins cachée, où l'opinion publique pèse de moins en moins.
et où, si vous voulez, il y a des lobbies qui sont très puissants et qui empêchent les gouvernements à faire quoi que ce soit. Mais Je vous entends j'espère. pas. Il n'y a pas de son. Dimitri, il Oui, n'y a pas de son. maintenant vous m'écoutez? Il n'y a pas de son. Il n'y a pas de son. C'est Je bizarre. vous entends pas. J'ai compris, j'ai compris. Moi, je vous attends. Moi, je vous Il n'y a pas de attends. son. Allô? Allô? Oui? Vous m'écoutez? Oui. Maintenant, ça va. Vous m'entendez? Oui, moi, je vous entends. Mais vous? Allez. Oui, ça va maintenant. Il y avait une Ah, petite ok, coupure. ok, ok. C'était un problème du réseau. Et Oui. alors, j'ai dit que Allez-y. malheureusement, il semble que nous vivons dans une sorte de démocratie figurative où l'opinion publique ne joue pas, ne joue pas grand rôle pour les décisions du gouvernement, où les lobbies pro-israéliens sont trop forts et empêchent le gouvernement à faire quoi que ce soit. Mais Oui, je vois oui. aussi que le monde arabe n'est pas mobilisé, ou il est pas Oui, beaucoup mobilisé. oui, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Il n'y a aucune pression internationale. Même le mot condamné, même le mot honte, les dirigeants occidentaux et arabes, ils n'osent pas à dire pour qualifier les crimes. Voilà. Donc, ils n'arrivent pas, même pas à utiliser le mot génocide, le mot crime, le mot carnage offensif. Mais nous, on a deux problèmes. On a des problèmes avec les pays, les gouvernements, les dirigeants de tous les pays, y compris les pays arabes, et nous avons des problèmes avec les grands médias internationaux occidentaux, malheureusement, qui occultent la réalité. Ils ne montrent pas. Heureusement qu'il y a des médias alternatifs comme le vôtre qui essayent de montrer la vraie réalité. Voilà. Donc, malheureusement, les dirigeants et les médias, ils sont pro-occupation. Ils sont pas pro-justice. C'est pour cela leur silence complice a participé à aggraver la situation. Imaginez-vous, depuis 20 mois, depuis presque 60 jours, il y a des civils, des enfants. Imaginez 19 000 enfants jusqu'à maintenant. Il y a 54 000 victimes, parmi eux 19 000 enfants et 13 000 femmes. Ça veut dire 75% des victimes sont, voilà. Il n'y a aucun hôpital à Gaza. On a quelques centres médicaux, quelques cliniques. Il n'y a pas de médicaments. Il n'y a pas de vie. Le chômage arrive à 98%. Il y a la pénurie de tout. Et malheureusement, personne ne bouge. C'est ça le problème. On se sent abandonné. C'est ça, c'est l'impunité qui a encouragé le gouvernement d'extrême droite à poursuivre ses attaques sanglantes contre les civils de Gaza. Et est-ce que vous avez une idée du nom? Parce que on connaît le chiffre de 53 000 morts officiellement, mais je suppose que ce chiffre doit être en deçà de la réalité, parce qu'il y a les gens qu'on ne connaît pas leur sort, il y a aussi les gens qui sont morts indirectement par la manque des soins médicaux, etc. Alors, qu'est-ce que c'est votre idée que vous faites du vrai chiffre des victimes de cette agression? Écoutez, ces chiffres sont avancés par le ministère de la Santé de Ramallah, de l'autorité palestinienne, parce que l'autorité palestinienne, malgré son absence, mais c'est elle qui s'occupe de deux dossiers, l'éducation et la santé. Et donc, les chiffres sont avancés par le ministère de la Santé de l'autorité palestinienne de Ramallah et par des organisations internationales présentes sur place. Et ça, c'est un chiffre provisoire. Comme vous avez dit, on avance le chiffre de 54 000 morts et 120 000 blessés. Mais après la fin de cette agression, on va découvrir qu'il y a minimum 100 000 morts parce que il y a 15 000 personnes sur les décombres, il y a les morts dans les prisons de l'occupation,
Il y a les cadavres qui ont été confisqués par l'occupation. Il y a des gens qui sont en train de mourir de faim. Il y a des gens qui sont morts, mais la famille, ils n'ont pas envoyé. Donc, les 54 000 qui sont arrivés dans les hôpitaux, dans les centres médicaux, et qui, leurs familles, ils ont annoncé leur décès, leur mort, leur disparition. Or, il y a des morts sur les décombres, il y a des morts qui n'ont pas été envoyés dans les hôpitaux, il y a des morts dans la rue, il y a des morts dans les décombres. Je pense le chiffre approximatif parle de 100 000 morts en 19 mois de cette agression horrible. Oui. Et la situation, vous avez dit, il n'y a quasiment pas des hôpitaux maintenant à Gaza. C'est-à-dire, s'il y a Oui, des oui, malades graves, il y où a ils des peuvent. centres, voilà, il y a des centres médicaux, des cliniques. Mhm. C'est pour cela, il y a des gens qui sont morts de la faim, il y a des gens qui sont morts, par exemple, les malades chroniques. On peut dire qu'il y a 11 000 personnes qui sont morts depuis 20 mois, soit à cause de manque de soins. Il y a des maladies qui ont une maladie de cancer, des maladies chroniques, des maladies très graves qui n'ont pas trouvé des soins. Parce que l'occupation, quand elle attaque les hôpitaux, il détruit tout. Donc, il ne reste pas. Il n'y a pas ni lit, ni matériel médicaux, ni appareils médicaux. Et c'est pour cela il y a beaucoup de morts. On compte le chiffre de 11 000 morts. Ça veut dire, voilà, où il y a 40 000 morts, personnes sur la liste de morts parce que il n'y a pas, à Gaza, on a des centres médicaux, on a des cliniques, mais qui sont débordés. Moi, si je tombe malade, je vais faire le que 3 ou 4 heures pour avoir un médecin. Les médecins sont débordés parce que ils soignent 200 à 300 cas pour chaque jour. Et quand j'arrive à la pharmacie, il n'y a rien parce que il y a le blocus, les médicaments ne passent pas. Et les quelques pharmacies qui existent, comme les produits, les médicaments sont introuvables, si maintenant je vais avoir un sirop pour ma poitrine ou pour ma toux, j'ai besoin de payer 60 à 70 euros pour une boîte de sirop de même pas 50 centilitres pour vous montrer un peu comment ça se passe. Donc, c'est pour cela, le secteur médical, il y a la faillite du système de santé par la destruction des hôpitaux, par l'interdiction de faire entrer les appareils et les équipements médicaux. Et surtout, il y a beaucoup de médecins qui sont assassinés. Il y a beaucoup de staff médical qui ne peuvent pas travailler parce qu'ils ont perdu leur famille, parce qu'ils ne peuvent pas aller travailler dans les hôpitaux. Donc, situation dramatique pour le secteur de santé en plein faillite dans la bande de Gaza. Et je comprends que cette situation est particulièrement lourde pour les enfants aussi. Bien C'est-à-dire, sûr, les enfants sont les premières victimes de cette agression. Moi, personnellement, avec mes collègues, on travaille avec les enfants, soit dans les centres éducatifs, soit pour faire des activités d'animation ou de soutien psychologique. On a remarqué que les enfants sont les premières victimes. On a 5 cas des enfants. On a les enfants victimes directes de l'agression, 19 000 morts, voilà. Il y a 30 000 enfants blessés qui ne trouvent pas les soins. Il y a les enfants qui souffrent de la malnutrition. Il y a les nouveau-nés qui sont nés et avec le manque de lait et de produits alimentaires, ils ne peuvent pas continuer à vivre. Il y a des enfants qui souffrent des troubles psychologiques, qui se réveillent le soir. Il y a des enfants qui souffrent de la vie quotidienne. Il y a des enfants qui ont été obligés à abandonner l'école pour rester avec le déplacement forcé. Donc, ces enfants ils souffrent au quotidien. Mais l'aspect le plus dramatique en dehors des morts, c'est l'aspect psychologique. On a remarqué à travers les activités que les enfants sont vraiment trop traumatisés. Déjà, nous, les adultes, nous sommes traumatisés. Parce que imaginez 20 mois de bombardement, de peur, d'angoisse, d'inquiétude, de la famine, de faillite de la système de santé. C'est normal qu'on arrive à cette situation très compliquée. oui, bien sûr. Et, est-ce qu'il y a encore des écoles qui fonctionnent à Gaza?
Écoutez, pour parler de système éducatif, entre octobre 2023 et octobre 2024, il y a une année scolaire universelle qui était perdue parce qu'il y avait les bombardements, le déplacement forcé et la destruction de presque 300 écoles. Et même si les écoles, ils n'ont pas été détruites, ils ont été transformées en centres d'accueil pour les réfugiés, pour les déplacés. Donc, il n'y a plus d'écoles. Après, toutes les universités, les 13 grandes universités de Gaza, ils ont été détruites totalement. Et donc, il n'y a pas, pour une année, il y avait une année perdue, une année scolaire et une année universitaire. À partir d'octobre 2024, il y a justement la société civile, les universitaires, les intellectuels, ils ont décidé de reprendre les cours pour les enfants, soit dans les centres éducatifs même visés, soit dans les tentes éducatives qui ont été installées pour poursuivre les cours, pour sauver une deuxième année. Et pour les universités, on a créé des cours virtuels avec l'aide des collègues en Cisjordanie, en Europe ou dans d'autres pays arabes. On a créé des cours virtuels via Internet. Et donc, à partir de octobre 2024, les cours se poursuivent. On peut dire que 80% des élèves suivent les cours et poursuivent leurs cours dans les centres éducatifs et dans les temps éducatifs sur place, en présentiel. Et 85% des étudiants poursuivent leurs cours via Internet. Mais avec beaucoup de difficultés, parce que dans les centres éducatifs, il n'y a pas de table, il n'y a pas de chaise, et il y a les bombes qui tombent, il y a les déplacements forcés, donc il y a beaucoup d'élèves, beaucoup de professeurs, ils ont été assassinés. Dans les cours à l'université, même chose, on n'a pas d'Internet, on n'a pas d'électricité, le réseau est très faible, c'est pour cela la situation est dramatique, mais avec la volonté, surtout des familles qui continuent à envoyer leurs enfants à l'école et au centre éducatif, et la volonté des parents d'encourager leurs enfants à poursuivre les cours, on a réussi à sauver une deuxième année scolaire et universitaire. Ça veut dire que vous avez un esprit remarquable de résistance quand même. Mais, mais Voilà, l'éducation fait partie de la résistance par la non-violence. L'éducation est un enjeu pour le peuple palestinien. L'éducation, c'est un signe d'espoir. Parce que malgré la destruction des écoles, des universités, on continue des écoles, on s'adapte, on essaye de trouver des moyens alternatifs pour s'accrocher à l'éducation, c'est-à-dire à l'espoir et à l'avenir. quels sont les, vous savez, quels sont bien sûr, vous m'avez déjà dit ça, mais quand même, j'ai besoin d'insister sur ce point-là. Qu'est-ce que c'est les sentiments du Palestinien moyen? Comment il réagit à toute cette situation? Qu'est-ce qu'il attend? Pourquoi il est raciste de façon pacifique ou des autres pas de façon non pacifique? Mais pourquoi il continue cette résistance? Qu'est-ce qui le fait On peut dire bouger? qu'il y a plusieurs sentiments contradictoires chez les Palestiniens de Gaza aujourd'hui, surtout chez la population civile. Donc, il y a un sentiment, le premier sentiment, ce sont des sentiments d'angoisse, de la peur, de l'inquiétude, de l'attente. Ce sont des sentiments négatifs, c'est normal. Après 20 mois ou 600 jours de l'agression, de la mort, de la destruction, de traumatisme, de cauchemar, c'est normal d'avoir ces sentiments. Après, il y a un sentiment d'attente. Les Palestiniens attendent toujours une solution politique. Ils ont marre de la violence, ils ont marre de l'agression. Donc, ils s'accrochent à n'importe quel espoir. Déclaration de Trump, déclaration de, voilà, pour parler, trêve, même fragile, voilà. Ils veulent sortir de cette situation. Après, il y a l'espoir. Parce que c'est aujourd'hui avec l'espoir que les Palestiniens vivent. Les Palestiniens, ils ont perdu tout. Ils ont perdu la terre, la maison, la famille, les proches. Ils ont perdu leur fortune, ils ont perdu leur olivier, mais il leur reste l'espoir. C'est pour cela qu'ils s'accrochent à l'espoir. Ils suivent. C'est pour cela les Palestiniens, et pourquoi, malgré leur situation économique très difficile, la première chose que les Palestiniens achètent sont les cartes Internet. Pour avoir un abonnement Internet, auparavant, pour avoir un abonnement Internet,
dans le passé, on payait 20 euros. Aujourd'hui, on paye 500 euros par mois pour avoir un abonnement Internet parce qu'il n'y a pas de câble, les réseaux Internet sont saturés. Donc voilà. Mais les Palestiniens, ils prennent des prêts de leur famille, ils demandent de l'argent pour ils utilisent l'économie, pas pour manger, pas pour acheter des habits, mais surtout pour avoir. Voilà. Pourquoi? Pour suivre qu'est-ce qui se passe dans le monde. Ils apprécient beaucoup les manifestations à Athènes, à Londres, à La Haye, partout à Paris, pour voir qu'il y a une mobilisation internationale pour leur cause. Deuxième aspect, c'est pour suivre les événements, pour entendre des nouvelles et suivre les médias arabes et étrangers pour voir est-ce qu'il y a des pourparlers, est-ce qu'il y a une pression internationale, est-ce qu'il y a une éventuelle trêve. C'est pour cela, je pense que les Palestiniens, ils s'accrochent à l'espoir. C'est avec l'espoir qu'aujourd'hui, les Palestiniens existent. Et, oui. Et qu'est-ce que c'est votre... on voit maintenant que Israël, malgré tout, semble décidé à continuer à vous traiter pas comme des êtres humains, mais comme des bêtes à éliminer. Même en politique israélienne, j'ai lu quelque part aujourd'hui à parler d'un hobby israélien de, de tuer les enfants. Et quelle est votre opinion? Est-ce qu'on pourra, est-ce que vous voyez un fond à cette histoire, bien que vous m'avez déjà, un- vous m'avez déjà dressé un bilan plutôt négatif Je pense, je pour pense cette situation, ici Irak. que le gouvernement d'Israël, il bénéficie de l'impunité. L'impunité totale. Donc, personne ne fait pression. Personne ne condamne. Personne ne dénonce. C'est pour cela, ce gouvernement, il se comporte comme un roi. Puisque personne, voilà, depuis 20 mois, il y a des déclarations, mais il n'y a pas d'effet. Les Palestiniens attendent le concret. Regardez, il y a des déclarations. Le président Trump, il a dit, il faut que la guerre arrête. C'est une bonne déclaration. Dans le politique, les mots sont très importants. Le président français Israël fait aux Palestiniens, c'est une honte. Les présidents, les responsables européens dénoncent. Oui, les mots sont très importants en politique, mais nous, on attend le concret. Et les Israéliens ont vraiment une presse internationale. Ils s'en fichent des déclarations, ils s'en fichent des mots, ils s'en fichent des déclarations des Nations Unies ou des décisions du Conseil de sécurité. Il y a combien de décisions depuis 48 jusqu'à aujourd'hui? Il y a des centaines de décisions internationales qui dénoncent, qui demandent le retrait, qui demandent la fin, mais jusqu'à maintenant, rien ne se passe. C'est l'impunité totale. Quand toi, tu as bénéficié d'une impunité totale, c'est-à-dire, voilà, par exemple, la laissation des armes. Personne n'ose, dans les pays européens ou américains, de dire on va arrêter de vendre des armes à l'occupation. Des sanctions économiques. Personne, voilà, regardez, contre l'Iran, contre l'Irak, contre la Syrie, contre la Russie, il y avait des sanctions économiques, militaires, mais contre l'occupation, il n'y a pas. C'est pour cela, contre cette occupation, ce gouvernement d'extrême droite qui continue à assassiner d'une façon directe et indirecte les Palestiniens de Gaza, notamment les civils, personne de l'extérieur n'ose lui dire arrête. Personne lui dire ça suffit. Personne lui dire ça c'est insupportable, c'est pas possible, c'est difficile à continuer. Et donc il y a des déclarations, mais il n'y a pas de concret. C'est pour cette raison, je pense si s'il y aura pas, par exemple, regarde, je vous donne un exemple concret. Par exemple, le sport. Le sport, par exemple, l'occupation, il participe à tous les événements sportifs et artistiques en Europe. L'Europe, il n'a pas le courage de dire non, il faut arrêter cette participation. Voilà. Il y a un accord d'association entre le gouvernement israélien et l'Union européenne. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas de menace d'arrêter ou d'annuler cet accord d'association.
les produits des colonies israéliennes illégales se sont vendus sans taxe dans les pays européens et bénéficiaient de tarifs douaniers très importants par rapport aux produits locaux. Donc, c'est pour cette raison, il y a l'impunité, il y a l'encouragement et surtout, il n'y a pas de sanctions. Tant qu'il n'y a pas de sanctions, l'occupation, elle va continuer sa politique agressive, coloniale à l'encontre des Palestiniens. Merci beaucoup, Ziad, pour le temps de notre interview. Et Avec plaisir, surtout, avec merci plaisir. pour votre lutte, que je pense est une lutte pour le futur de la On essaye, civilisation universelle, pas seulement euh, pour la Palestine et la Palestiniens. on essaye. C'est très important ce que vous faites pour tout le monde. Merci beaucoup et espérons que Avec nous plaisir. allons faire aussi toute Garde le pression contact, possible à nos gouvernements. Merci beaucoup. on espère. Merci beaucoup. À la prochaine. Merci. À la prochaine. Au revoir. Bonsoir. Au revoir. Merci Dimitri. Au revoir.